Tous. Merci pour votre présence, votre participation. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le projet du tiers-lieu Montréal, mais aussi plus largement, on va essayer de discuter qu'est-ce qu'un tiers-lieu, en quoi c'est important de développer des tiers-lieux. On va explorer un peu les différentes formes de tiers-lieux. On va voir que, par exemple, des Fab Labs, c'est des formes de tiers-lieux et qu'il en existe plusieurs. Donc voilà un peu pour le topo pour aujourd'hui. Donc, un petit historique, les formes, et on vous présente le cas du tiers-lieu. Donc, moi, c'est Ali Ramdani, je suis sociologue. Et moi, c'est Charline Marron, je suis également sociologue. Alors, juste un bref historique quand même, et commencer peut-être par une définition pour essayer de mieux cerner qu'est-ce qu'un tiers-lieu. Donc, ici, une petite définition succincte. On va s'attarder un peu dessus pour l'expliquer. Donc, c'est avant tout un espace physique qui est prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci de partager librement des ressources, des compétences et des savoirs en répondant aux critères établis par Ray Oldenburg. Donc, juste pour le décortiquer rapidement, donc, un tiers-lieu, c'est avant tout un espace physique. C'est toujours ancré dans un lieu, ancré dans une matérialité, dans un aménagement de l'espace. Donc, l'espace joue beaucoup parce qu'on cherche toujours un espace qui est convivial, chaleureux, justement, pour accueillir cette communauté. Et il y a cette notion de partage des connaissances, des ressources et des savoirs. Et ce fameux Ray Oldenburg, c'est le premier théoricien qui a conceptualisé cette idée de third place, de troisième lieu, dont on va discuter aujourd'hui. Et donc, c'est juste pour vous montrer que c'est à la base, évidemment, un concept qui est très flou, qui est très large. Il y a même un auteur qui définit le tiers-lieu comme étant the living room of society, dans le sens que c'est la pièce où c'est le salon, c'est là où on discute, c'est là où on s'installe. C'est un espace convivial qui est entre plusieurs fonctionnalités. On va voir ça. Donc, pour Oldenburg, le tiers-lieu, on parle de tiers-lieu, donc le troisième lieu, en français, on pourrait traduire, parce que pour lui, il y a un peu trois règnes de l'existence. Il y a trois espaces dans lesquels tous les humains, ou du moins les humains qui vivent la vie moderne et occidentale d'aujourd'hui, on va préciser, vivent. Donc, il y a la maison. Donc, évidemment, la maison qui est ancrée souvent dans l'environnement urbain, souvent peut-être des banlieues. Donc, c'est un lieu de vie, c'est privé, où on est nous des relations qui sont intimes. À l'inverse, le travail, c'est un espace qui est fonctionnel et on rencontre des relations qui sont presque uniquement formelles. Donc, ça, c'est le premier et le deuxième lieu. Donc, souvent, dans la vie moderne, on va osciller entre ces deux espaces, maison-travail, métro, boulot, dodo, comme on dit. Mais pour Ray Oldenburg, c'est très important d'avoir dans nos vies, dans nos communautés, dans nos espaces urbains, un troisième lieu qui sont des espaces de sociabilité, des espaces publics, informels, où on peut nouer des relations informelles et spontanées. Donc, par exemple, une bibliothèque, ça peut être un tiers-lieu, un parc public, ça peut être un tiers-lieu, un café peut être un tiers-lieu ou un café ne peut ne pas être un tiers-lieu. Ça dépend, on va voir s'il est ouvert, s'il est gratuit, s'il est accessible, s'il est libre à tous. Voilà. Donc, déjà, juste pour avancer sur cette idée-là de Ray Oldenburg, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de tiers-lieux dans l'aménagement. Alors, premièrement, pour Oldenburg, le problème, c'est justement l'aménagement des banlieues, qui est souvent l'étalement urbain, où il n'y a pas d'espace pour se rencontrer. C'est chacun dans sa maison individuellement. Et de la même manière, dans la vie urbaine, c'est l'anonymat qui règne, en fait. Et surtout, il y a peu d'espace de sociabilité, peu d'espace de discussion qui sont non marchands aussi. Ça va être un critère important qu'on va développer. Donc, l'aménagement ne favorise pas ces espaces de rencontre pour Ray Oldenburg, qui écrit, je rappelle juste, dans les années... son livre est publié en 1989. Donc, ça date un peu quand même, mais on va voir en quoi c'est toujours actuel. Et donc aussi, ce qu'il décrit comme étant un problème, c'est que les relations commerciales ont pris le dessus sur les sociabilités non contraintes. Et par exemple, dans le cas de McDonald's et de Starbucks, qui se revendiquent, soit dit en passant, comme des tiers-lieux, ils se revendiquent ainsi parce que ils veulent être des espaces intermédiaires pour que les gens puissent se retrouver, évidemment, parce que l'aménagement urbain a tout fait pour détruire ces espaces-là. Donc, ce sont les seuls dépositaires de ces espaces de sociabilité. Même Starbucks se revendique clairement dans sa stratégie commerciale en disant qu'on veut que ce soit confortable. On ne met pas juste des tables pour que ce soit fonctionnel, on met des fauteuils, on met des divans pour que les gens se sentent confortables, les gens peuvent traîner, il n'y a pas de problème. Et c'est cette idée justement d'avoir des espaces de sociabilité, en fait. Et l'autre problème, évidemment, beaucoup plus actuel, c'est la pandémie, évidemment, qui a au final la fermeture totale des espaces publics et le téléversement vers le tout en ligne, c'est-à-dire toutes nos relations sociales, le travail, l'amitié, la détente passent par ce mode de vie numérique. Et donc, pour Oldenburg, il pourrait dire que ça détruit encore une fois nos espaces de sociabilité où on peut nouer des relations informelles, spontanées, conviviales et chaleureuses.
Alors, juste pour le dire autrement, pour Burek, qui a écrit une thèse sur le sujet, la philosophie d'Oldenberg, en fait, c'est de dire que le tiers-lieu, c'est de mettre devant la primauté de la conversation, c'est la certitude de rencontrer des amis, un relâchement dans l'attitude générale des usagers, le règne du plaisir. Le plaisir, cette notion-là est quand même assez importante dans le tiers-lieu, c'est des espaces qui sont non contraints, et du futile et de la combinaison d'éléments permettant de préparer le terrain à des expériences improbables. Ce côté improbable, relation informelle, je le répète quand même parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans la notion de tiers-lieu. Et par contre, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la pensée d'Oldenberg est quand même très caractérisée par la nostalgie d'un passé qui est un peu idéalisé, celui des cafés du village, de l'épicier du coin, la taverne ou du coiffeur qui connaît votre prénom. Pour Oldenberg, ce sont tous des espaces où on va là pour un aspect qui est fonctionnel, mais parce que c'est des relations qui sont récurrentes, eh bien, l'intimité entre dans ces espaces-là. Le coiffeur connaît votre nom, il connaît le nom de votre femme, il connaît vos enfants, on discute des tracas de la vie quotidienne. C'est pareil quand on va à la taverne, c'est pour un relâchement, c'est pour parler de sa vie, et on y va toujours de manière récurrente avec les mêmes personnes. Alors que pour Oldenberg, l'après-guerre, on va dire, caractérise ce moment où, au final, on a perdu ces espaces-là. Donc, juste pour synthétiser, un tiers-lieu, c'est 4 choses, en fait. C'est un espace, c'est une organisation, c'est une configuration sociale, c'est des gens qui s'organisent pour être ensemble. C'est le commun, donc c'est comme je disais, c'est des relations qui sont non marchandes, on partage nos ressources, nos savoirs, nos compétences. Et là, on voit le lien très bien avec l'open source, les Fab Labs et tout ça. Et c'est aussi des communautés, des espaces de sociabilité, de rencontres qui partagent un récit commun. Alors évidemment, le terme, il est compliqué à saisir parce qu'il y en a plusieurs usages qui y en sont faits, notamment dans la littérature académique, qui est utilisée pour classer les espaces, un peu comme Oldenberg le fait. C'est utilisé dans l'aménagement et dans l'urbanisme pour planifier la ville, pour dire, bon, ici, on va implanter des tiers-lieux, il faut qu'il y ait des espaces publics. C'est utilisé aussi dans le monde de l'entreprise, comme j'ai montré, pour attirer des clients, se distinguer, mais aussi certaines entreprises en font leur vraie philosophie, en fait. Et c'est utilisé, évidemment, pour les communautés, pour le communautaire, pour tisser des liens sociaux, construire une cause commune. Alors, juste s'il y avait 3 choses à retenir de qu'est-ce qu'un tiers-lieu, avant d'aller plus loin dans les exemples, c'est avant tout un espace de rencontre informelle, c'est un espace où on met en commun et c'est un espace qui est ouvert à tous. Donc, je pense qu'avec ces 3 caractéristiques-là, qui sont quand même assez larges, on va voir plusieurs exemples de tiers-lieux que Charline va nous présenter. Donc après cette partie qui est assez théorique, on va rentrer dans le détail des tiers-lieux en donnant quelques exemples pour avoir une idée de ce qu'est ce concept de tiers-lieu. On va essayer de montrer la diversité des formes que peuvent prendre les tiers-lieux. Donc, évidemment, chaque tiers-lieu va respecter la philosophie et les principes fondateurs du concept de tiers-lieu. C'est ce que vous a présenté Ali. Mais chaque tiers-lieu va choisir, en effet, un domaine dans lequel il va pouvoir exercer ses propres missions. Et c'est ce qui va distinguer les tiers-lieux les uns des autres. Donc là, rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les tiers-lieux peuvent se spécialiser dans le domaine de l'écologie, de la solidarité, de l'artisanat, de la culture, du numérique. C'est là où on voit apparaître les Fab Labs, on va voir qu'ils sont considérés comme des formes de tiers-lieux, mais aussi les domaines de la culture artistique. Et puis aujourd'hui, on voit apparaître la thématique du développement personnel. Donc, on va vous présenter les différentes formes du tiers-lieu. Donc, le tiers-lieu, ça peut être beaucoup de choses. On va essayer d'être synthétique. Donc, quels sont les différents types de tiers-lieu? La forme de tiers-lieu la plus connue va correspondre au coworking. Donc, le coworking qui met à disposition de ses membres un espace de travail partagé. Mais ce n'est pas que ça. Plus largement, un coworking qui est un tiers-lieu va offrir au public un espace de rencontre et peut proposer des événements ouverts à tous, tels que des conférences et des ateliers. Aujourd'hui, plusieurs autres formes se sont développées autour du concept de coworking, tels que le café coworking, les bureaux partagés ou aujourd'hui les incubateurs qui vont accompagner les jeunes organismes dans leur création. La deuxième forme la plus répandue correspond au Fab Lab. Donc, en participant à cet événement aujourd'hui, tout le monde doit avoir une petite idée sur ce que sont ces espaces-là, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Et beaucoup de concepts se sont développés autour des Fab Labs, tels que les Makerspace, les Hackerspace, ainsi de suite. En France, dans le même domaine, on parle aussi d'espaces publics numériques et qui, eux, en fait, œuvrent à rendre accessible le numérique pour les publics qui en sont le plus éloignés, en fait, afin de réduire cette fameuse fracture numérique. Et ensuite, nous avons les Repair Cafés. Ce sont des lieux où on apprend à réparer les appareils et à mieux comprendre leur fonctionnement à l'aide de bénévoles plus expérimentés.
à Montréal, on a le milieu qui a cette mission-là. Et aussi, certains tiers-lieux vont proposer des ateliers couture, vélo, bois, métal, qui vont permettre aux artisans indépendants de travailler pour leurs clients, mais aussi aux habitants, simplement, qui souhaitent venir apprendre comment s'en servir des différents équipements. Et pour finir, nous avons un nouveau format de tiers-lieu qui voit le jour et qui est plutôt tourné autour de l'alimentation et de l'agriculture. Ainsi, chaque tiers-lieu pourrait accueillir par exemple une AMAP. En France, c'est un regroupement de producteurs qui offrent des paniers de légumes aux consommateurs. Les tiers-lieux peuvent accueillir une épicerie ou un café par exemple. Mais on a aussi les fermes, une ferme qui décide de sensibiliser les citoyens aux pratiques de permaculture, par exemple, ou d'organiser des événements culinaires. Ces fermes-là pourraient se revendiquer comme étant des tiers-lieux, car cette ferme-là permettrait la rencontre de publics différents. Et c'est une des caractéristiques du tiers-lieu. Donc, les tiers-lieux vont réunir certains types de profils. Nous avons les auto-entrepreneurs qui vont venir travailler dans l'espace de travail partagé, mais aussi les artisans qui vont utiliser les différents ateliers et les simples citoyens qui vont aller faire leurs courses, boire un café ou assister à une conférence. Donc, il y a différents types de domaines dans lesquels œuvrent les tiers-lieux, différentes formes et différents profils de personnes qui vont se rencontrer de manière informelle. Maintenant, on aimerait bien vous présenter des exemples de tiers-lieux qui marchent beaucoup. Donc, nous avons un tiers-lieu qui s'appelle Darwin, qui est situé à Bordeaux, en France. Bordeaux, c'est une métropole de 28 communes, 8000 habitants, ce qui est non... 800 000, pardon. 800 000 habitants, et c'est un tiers-lieu qui a été créé en 2009. Donc, il a quand même une dizaine d'années d'existence. Et ce tiers-lieu s'est créé dans des anciennes casernes militaires. Donc, c'était un espace assez conséquent de 10 000 mètres carrés sur la rive sud de cette métropole qui était assez dévalorisée à l'époque. Et le tiers-lieu a permis de revaloriser cette rive sud et de faire venir les habitants plutôt aisés de la rive nord vers la rive sud. Donc, ça a permis vraiment l'attractivité de ce territoire-là. Et donc, quelle raison d'être de ce tiers-lieu? Eux, ils se nomment comme étant un laboratoire de transition. Pour eux, chaque acteur qui est installé dans ce tiers-lieu ou chaque personne qui passe dans ce tiers-lieu doit s'engager dans la transition écologique. Les bâtiments même sont performants et énergétiquement. Donc, c'est vraiment leur raison d'être. Et ils vont valoriser toutes les alternatives citoyennes qui permettent de rentrer dans cette transition écologique. Donc, ce tiers-lieu fait beaucoup de choses. C'est vraiment un tiers-lieu urbain où il y a de nombreuses activités. Donc, il y a une épicerie qui propose des produits bio et locaux. Il y a un bar. Il y a un café qui permet justement l'émergence de rencontres informelles. Le tiers-lieu organise des événements sur le climat, bien sûr, mais c'est aussi un skatepark, un jardin partagé, de l'art urbain. Voilà. C'est un exemple de tiers-lieu assez conséquent qui héberge beaucoup d'activités qui sont spécifiques au tiers-lieu. C'est aussi un espace de coworking, je ne l'ai pas mentionné. Donc ça, c'est un type de tiers-lieu. Le deuxième que je voulais vous présenter, qui est totalement différent, c'est à Vaisseau-Mer. Et Vaisseau-Mer, c'est une commune de 2000 habitants en Ardèche. Et l'Ardèche, c'est une région qui a eu du mal à se valoriser sur le territoire français, où il y avait peu de familles qui y habitaient. Et donc, les habitants ont décidé de créer un tiers-lieu pour justement attirer les familles et rendre plus attractif ce territoire. Donc, ce tiers-lieu, c'était vraiment un outil territorial pour valoriser la communauté, les habitants et le territoire. Il se nomme comme étant un laboratoire rural d'initiative car il va permettre aux habitants de se réunir et de valoriser leur territoire. On se rend compte que les tiers-lieux, ils sont installés dans des bâtiments un peu emblématiques. Darwin, c'était une caserne militaire. Le Vaisseau-Mer, c'est dans un ancien monastère qui s'est converti en couvent. Donc, c'est un tiers-lieu assez récent, 2016. Et eux, qu'est-ce qu'ils proposent à leurs habitants? Un habitat partagé, un espace de travail, des événements et des activités variées. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, on vous laissera aller voir sur le site internet, mais vraiment, on souhaite insister sur le fait que le tiers-lieu, là, c'est un outil pour revaloriser un territoire rural.
Donc, quelques photos pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, on sent qu'il n'y a pas les mêmes moyens, hein. Donc là, c'est un atelier couture, on a un espace de coworking. Donc, on s'est posé la question suivante. Il y a beaucoup de tiers-lieux en Europe, principalement en France, ensuite en Belgique. On s'est posé la question à Montréal, est-ce qu'il existe des tiers-lieux? Donc, il y a peu, voire pas d'organismes qui se revendiquent comme tiers-lieux. On va voir qu'il y en a quelques-uns. Mais nous, avec cette définition qu'on a un petit peu étudiée du concept du tiers-lieu, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'il y a des projets qui pourraient se revendiquer comme étant des tiers-lieux? Et on s'est rendu compte que le bâtiment 7, je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment, mais c'est situé dans la Pointe Saint-Charles. Et la Pointe Saint-Charles, c'était un territoire de lutte populaire. Et ce bâtiment, ça a été le résultat de cette lutte populaire de ces habitants qui se sont battus pour valoriser leur quartier. Ce tiers-lieu s'est créé sur des anciens terrains du CN. Ouais, Canadienne Nationale, c'est une compagnie de train. Exactement. Donc, c'est une communauté qui s'autogère et c'est un bâtiment qui accueille de nombreuses coopératives, de nombreux projets, tels qu'un supermarché participatif et coopératif, un jardin partagé, des ateliers d'auto-entrepreneurs, une microbrasserie, un café. Donc là, ce sont vraiment les habitants qui se sont réunis et qui voulaient valoriser leur quartier et qui voulaient surtout créer une structure qui allait répondre à leurs besoins, car la Pointe Saint-Charles était un désert alimentaire, par exemple. Donc, ils ont dit, OK, on va créer un projet de supermarché participatif et coopératif. C'est un exemple d'un projet qu'on pourrait identifier comme étant un tiers-lieu. Nous avons aussi Tétrocop. Donc, Tétrocop, c'est dans un quartier aussi isolé, paupérisé, pas c'est le quartier Tétroville à Montréal, Mercier-Est. Donc, c'est un projet. Donc, ils n'ont pas encore trouvé un local. Mais eux, ils se sont dit, en tant que famille, on n'a nulle part où aller sur le territoire pour rencontrer les amis, surtout avec des enfants. Il n'y a que des tavernes de chauffeurs. On souhaite créer un lieu qui va nous permettre de rencontrer nos amis dans un endroit sécuritaire. Donc, ils veulent vraiment offrir un lieu de rassemblement culturel et communautaire aux résidents du quartier Mercier-Est. Ils se considèrent comme un cabaret sympa qui devient un second chez soi. Et c'est intéressant parce que le terme de second chez soi, c'est le tiers-lieu. Et je vois qu'il est déjà 10h55, donc je vais passer. Et aussi, il y a plein d'autres choses qui pourraient se revendiquer comme tiers-lieu. Il y a peut-être Temps Libre, où il y a un espace de coworking payant, mais aussi un espace public ouvert à tous, mon atelier, le milieu. Nous n'avons pas le temps. Je vous laisse rechercher tous ces organismes-là. Nous allons maintenant présenter brièvement le concept de tiers-lieu Montréal, qui est notre projet. Nous sommes 6 porteurs de projet. Donc voilà, on va faire un peu rapidement, mais Tiers-lieu Montréal, c'est un projet qui est encore à construire, comme Shannon disait. On a déjà un local qui est au-dessus de la Petite Marche, sur le plateau, c'est proche du métro Laurier. Alors, comme on l'a vu dans tous les projets de tiers-lieu, c'est souvent multifonctionnel. Donc, nous, on a un local qui sera aussi très polyvalent, dans lequel il pourrait y avoir une cuisine, des scènes de spectacle, un espace de travail partagé, un espace convivial, des studios d'artistes. Et évidemment, la question, c'est à qui s'adressent ces services-là, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en commun, de mutualiser, nous, on va même dire, les équipements de travail, que ce soit pour des auto-entrepreneurs ou pour des artistes. Et donc, c'est vraiment ces publics-là qu'on vise. Mais aussi, ça concerne aussi des militants qui seraient concernés par ces enjeux-là, des hobbyistes, des flâneurs ou simplement des curieux qui voudraient utiliser l'espace de manière libre. Souvent, on travaille beaucoup avec le prix libre. Et donc, on va organiser évidemment des conférences, des ateliers, des spectacles, des événements conviviaux, toujours dans cet esprit-là du tiers-lieu, de mise en commun, que ce soit ouvert à tous et que ce soit un espace chaleureux. Donc, voici quelques petites images pour présenter un peu le lieu. Donc, il y a une petite scène, un espace convivial, podcast, coworking. Donc, ça, c'est vraiment juste un aménagement préliminaire. Comme on disait, c'est un espace à construire. Donc, juste une petite idée du lieu qui sera assez multifonctionnel, qui permettra plusieurs activités. Donc, il y a deux salles ouvertes, il y a des petits bureaux, il y a une cuisine, il y a des toilettes, une salle de bain, une douche. Voilà. Est-ce que tu veux continuer?
Je pourrais rajouter comme mission particulière aussi, c'est qu'on souhaite vraiment valoriser le concept de tiers-lieu au Québec et à Montréal, parce qu'on se rend compte que ce concept est inexistant ou peu existant, et on souhaite vraiment rencontrer tous les acteurs de projets, d'espace tiers-lieu. Donc ça, c'est une autre mission qu'on n'a pas explicitée là, mais qui est vraiment présente. Donc on souhaite vraiment être un lieu d'expérimentation du concept de tiers-lieu, mais aussi de 3 autres concepts. On aime beaucoup l'expérimentation ici. Le concept de prix libre, de mutualisation et de sociocratie. Donc le prix libre, c'est-à-dire que tout sera à prix libre. Par exemple, on organise un atelier, les participants pourront financer le tiers-lieu et donc l'atelier auquel ils participent par du prix libre. Je te laisse continuer pour la mutualisation et la sociocratie. Il y aura des prix qui sont quand même suggérés, mais les gens peuvent laisser le montant qu'ils souhaitent adéquat. La mutualisation, c'est comme je disais un peu, c'est l'idée que les artistes mettent en commun, par exemple pour un studio photo, le tiers-lieu n'achètera pas de matériel, mais c'est les photographes qui mettent en commun du matériel et nous, on ne prête que l'espace en fait. Et la sociocratie, c'est un mode d'organisation qui est démocratique, autogéré, horizontal, pour justement permettre à chacun de s'approprier le tiers-lieu et que ça ne repose pas que sur quelques personnes en fait. Ça fonctionnera uniquement qu'avec des bénévoles, en tout cas les premières années. Alors, l'idée, c'est une coopérative de solidarité. Donc, évidemment, les membres seront propriétaires de l'entreprise, ils seront acteurs du lieu et membres d'une communauté qu'on entend fédérer autour du tiers-lieu. Voilà, donc c'est tout pour notre présentation. On a été très rapide, mais... Il y avait beaucoup de choses à dire. On peut prendre quelques questions s'il y en a s'il nous reste un peu de temps. J'aurais une question, parce que ça m'intéresse beaucoup votre sujet. Vous avez dit au début que l'aménagement a détruit possibilité, opportunité de tiers-lieux. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, pour Ray Oldenburg, dans le contexte où il écrit son livre en 1989, ouais. Aux États-Unis en tout cas, le modèle de développement qui prime, c'est vraiment les banlieues. C'est les banlieues à perte de vue, c'est les maisons individuelles, c'est des grandes rues. Et il décrit même des fois des cités dortoirs où il n'y a même pas de trottoir pour se déplacer à pied parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de se déplacer à pied. Tout se fait en voiture. Okay. Puis quand on prend sa voiture, c'est pour aller au centre commercial, c'est pour aller au restaurant, mais on rentre et on sort, quoi. Ce n'est pas des endroits où on va flâner, ce n'est pas des endroits où on va prendre du temps. C'est uniquement fonctionnel. On est à la maison, dans la sphère intime, ou on est au travail, dans la sphère fonctionnelle, où on va consommer. Il n'y a pas d'entre-deux. Et pour lui, et là, c'est une partie que j'ai dû enlever, mais des villes, en fait, où il n'y a pas de tiers-lieu, où il n'y a pas ces espaces de rencontre informels, pour lui, ça crée des problèmes d'ordre sociaux et psychologiques, dans le sens où il n'y a pas d'espace pour relâcher la pression, il n'y a pas d'espace pour décompresser, il n'y a pas d'espace pour créer la vie civique, il n'y a pas d'espace pour créer la démocratie. Et pour lui, ça, c'est un vrai problème pour nos sociétés, et pour le bien-être individuel, et pour le bien-être collectif, et pour le développement de la société dans son ensemble, quoi. Et au final, la conséquence, on la voit bien, on pourrait parler même de néolibéralisme d'une certaine manière, c'est de dire, on crée les espaces publics, gratuits, informels, pour mettre des espaces privés qui vont prendre en charge les sociabilités, en fait. Et disons que ce concept qui est de 89, je peux le voir très bien, parce que c'est comme les 50 dernières années de construire cet espace d'individualisation, mais et si on le mettait à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu quand même un changement, ouais. Tout à fait, tout à fait. Partout dans les villes, ouais. Mais surtout à Montréal, peut-être qu'à Montréal, on ne pourrait pas dire effectivement qu'il y a un manque de ces espaces informels de sociabilité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parcs et des espaces gratuits. Mais ce qui est intéressant, c'est de réactualiser avec le contexte de pandémie. Et nous, quand on a lancé ce projet-là, on voyait bien ce besoin-là de retrouver des espaces informels, des safe spaces où on peut discuter sans risque aussi. Parce que l'idée, c'est de fédérer une communauté. Donc, on dit que c'est moins des inconnus qu'on rencontre. Les gens font attention. Et nous, cette expérience, ces expériences-là nous viennent aussi d'un projet d'épicerie coopérative participative où c'est les membres qui, bénévolement, font vivre l'épicerie. Et on l'a vu pendant la pandémie, c'était vraiment un espace qui on va dire, qui permettait de rencontrer des gens de manière sécuritaire, alors qu'autrement, on ne pouvait pas. Puis, en France, cette problématique de créer un espace de sociabilité informelle est très présente parce que dans les villes se sont construites avec un quartier pauvre et un quartier riche. Et du coup, aujourd'hui, dans les politiques publiques, le mot-clé, c'est mixité sociale. Et justement, c'est se faire réunir différents types de profils dans des endroits un peu neutres
qui permettrait justement de favoriser ces échanges informels. Bon, la France n'y arrive pas trop encore, mais voilà, c'est un autre exemple. Il y a les problématiques du périurbain, mais aussi dans un territoire plutôt de banlieue, enfin de grands ensembles. Ouais, ça demeure dans le modèle. Exactement. Dans le modèle, c'est ça, où l'urbanisme s'est créé pour que les habitants ne se rencontrent pas dans les grands ensembles. Ouais, ça, je le vois bien encore que c'est le modèle. Et vous connaissez la place commune? La place commune à Parc Extension? Ah non. Vous devez le chercher, c'est super intéressant. Ça rentre là-dedans, ils offrent, parce que je suis dans un jardin collectif au Campus 1000, c'est le jardin collectif de Parc Extension, et la place commune a une partie, ils font des jardins et avec tout un programme de bénévoles. Et donc, une partie va à la place commune où ils font des repas qu'ils vendent, mais aussi ils donnent à des cuisines collectives. Donc, je pense que vous aviez parlé d'une épicerie en commun, mais la place commune, ça serait intéressant de voir. Super, on vient d'arriver à Montréal en janvier. Donc, on a découvert tout ça en arrivant. Ah ouais, surtout. On est preneur de toutes ces initiatives-là, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller dans chaque quartier. Donc, merci beaucoup. Oui, non, ça me fait plaisir. Il y a Lorraine qui nous pose une question. Naïl a répondu. Et Naïl a répondu. À quelle adresse peut-on vous contacter? Ouais. Ok, parfait. Oui, mais je le prends en lien aussi. Moi, je fais partie aussi je suis avec Communautique et avec le Fab Lab, EcoFab. Ouais. Donc, on est à Antique, dans le district central. Donc, je sais que c'est des quartiers de Montréal, comme vous avez mentionné, trop coop, que je trouve que c'est ça, je ne connaissais pas, mais c'est dans ces quartiers plus périphériques qu'il y a un besoin que les gens commencent à s'organiser pour pouvoir y répondre. Exact. Alors, super intéressant. C'est une recherche que vous êtes en train de faire et qui vous a amené, non? Nous, en fait, tout est parti d'une opportunité pour le local, en fait. Parce que, comme on disait, le plateau, ce n'est pas nécessairement l'espace qui a le plus besoin de tiers-lieux. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi expérimenter différents concepts comme le prix libre, la mutualisation, la sociocratie. Et comme on avait le local, on s'est lancé dans cet espace-là. Et comme nous, on est sociologue de formation, ben, on s'est intéressé au concept, on a creusé, on a lu dessus. Et aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de restituer, de formaliser un peu nos connaissances sur le sujet, quoi. OK. Mais je vais partager avec... parce que tu sais, la petite marche, il y a beaucoup d'activités artistiques. Hein? Oui. Il y a beaucoup il y a c'est le président de l'accord des Fab Labs du Québec, Guillaume Coulombe, qui est violonneux, puis il a développé aussi un projet autour du violon avec un personnage qui est numérique, et il fait des activités à petite marche un peu partout, et c'est quelqu'un qui serait intéressant, c'est Guillaume Coulombe. Vous allez le trouver si vous cherchez sur le site de l'événement. Vous allez le trouver, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Ça m'a fait penser à lui que c'est quelqu'un qui... Mais c'est intéressant parce qu'il y a une synergie à créer avec le restaurant et le bar à côté. Et c'est vrai qu'on dit, bon, on ne peut pas répondre à un besoin sur le plateau parce que le besoin, on ne le connaît pas encore. Et peut-être qu'il y en a beaucoup moins que dans des quartiers comme Tétroville ou Merciès. Et en tout cas, vu qu'il y avait cette approche culturelle en bas, on s'est dit, bah, peut-être qu'on va être un lieu d'expérimentation pour que des jeunes artistes puissent venir se tester, transmettre. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Je trouvais mais merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Il y a quelqu'un qui se joint, petite Patricia, peut-être. Je vais juste la laisser rentrer. Oui, vous la connaissez, ouais? Oui. Mais je pense que du coup, elle arrive un peu trop tard. Un peu trop tard. Tant mieux, mais peut-être que ça va l'intéresser. On a enregistré aussi de notre côté, on le partagera. OK. Et c'est ça. C'est tout enregistré aussi de la part au niveau